Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir. Je suis la première arrivée pour ce 6e live de la série Premier Emploi et ce soir, nous allons évoquer avec Lucille, quand elle va arriver, la légitimité. Hello Lucille, je te vois arriver. Elle va nous rejoindre. Alors pour toi qui ne connais peut-être pas encore la série, un premier emploi et nous faisons chaque mois avec Lucille une discussion où tu peux venir partager en direct justement tes questions, tes retours, tes témoignages afin que l'on puisse démystifier ensemble cette première recherche d'emploi qui est essentielle pour finalement toi qui a terminé ton master ou qui est en train de le terminer en psycho et en RH. Bonsoir Justine, ravie de t'avoir parmi nous. Et Lucille. Hop. Hello. Voilà. Salut Lucille. Salut. Coucou Justine. Enfin, du coup, à Justine, je réponds en même temps. Bon, Ok. et ben justement, j'étais simplement en train d'introduire que c'était notre 6e live et qu'effectivement ce soir on va parler d'un sujet qui nous tient vraiment à cœur et je pense qu'on a tous, au moins une fois dans notre vie, c'est le sentiment de se sentir légitime dans sa recherche d'emploi. Surtout le Tout premier. à fait. Oui, exactement. Et comme on disait aussi un petit peu tout à l'heure pour se briefer ensemble, aussi ouais, se sentir légitime, même une fois dans son premier emploi au tout début aussi. Donc ouais, je pense que ça va parler à pas mal de monde ce soir et je suis contente de partager ce moment avec toi. Et ben écoute, c'est partagé. Et bonsoir Hélène. Je vois Hélène qui s'est connectée aussi. Bonsoir Hélène. Dis-nous Alors, tout sur la légitimité, Hélène. Qu'est-ce que tu en penses, exactement. toi? Tous ceux Et qui sont dis-moi un petit connectés peu en ton live avec sujet nous, aussi. Justine, peut-être Hélène aussi, n'hésitez pas à nous faire vos retours avant même qu'on essaie de discuter ensemble, qu'on partage, qu'on donne notre avis. Pour vous, finalement, qu'est-ce que ça veut dire se sentir légitime? Tout à fait. On a Bella en même temps. Je me disais, tiens, c'est marrant, il y a Lucille qui commence à ronronner. Ça fait gagner des vues, il paraît d'avoir des chats sur des vidéos, alors bon, je l'ai briefé, voilà. Confirme, hein, quand tu fais des montages avec des chats, ça marche super bien. On devrait faire des réels avec nos chats mutuels. Je suis sûre que là. Bonjour Johanna, bienvenue. Bon, Bonjour Dr. bonsoir Live. Johanna. Dr. Life. Ah, j'ai pas le prénom, du coup, pour toutes les deux qui venaient de nous rejoindre aussi, on était en train de demander justement à notre communauté qui nous suit. N'hésitez pas à nous faire un petit débrief sur ce que vous entendez, qu'est-ce que vous entendez par la légitimité. Ouais, tout à fait. Et moi, c'est vrai, Que alors, ce justement, soit. Ouais. peut-être avant qu'on définisse, Lucille, nous, qu'on donne notre avis et qu'on les laisse un petit peu et dire leur avis, leur vision. Je me demandais, toi, justement, en tant que psy et coach en épanouissement universitaire, voilà, est-ce que tu aurais un fun fact ou tu te rappelles le moment, justement, tu as démarré dans cette première recherche d'emploi et si tu voulais nous la partager. Ok. Moi, c'est quand je me suis lancée en libéral, mon premier patient en fun fact, je la raconte parfois sur Pitchmaster, donc je suis contente de la raconter ici. Je l'ai bien travaillé en supervision, ce que je vais vous raconter là. En fait, mon tout premier patient, en gros, m'a envoyé une vidéo le lendemain de la consulte par SMS à 7 heures du matin, je m'en souviens très bien, en m'écrivant sur une vidéo YouTube les 7 raisons pour lesquelles vous devriez arrêter d'être psychologue. Voilà, c'était mon premier patient. Et heureusement, voilà, j'ai pu travailler ça, justement ce sentiment de légitimité, bien comme il faut, mais bien arrivé en pleine face à ce moment-là. Et voilà, je pense à un fun fact assez sympa à raconter, l'air de rien. C'est l'image de sauter dans la piscine sans apprendre à nager, c'était un petit peu ça, quelque part. C'était justement la fameuse crainte de se pas se sentir OK hein, dans ton poste. Clairement, Ouais. tu te l'es pris dès le début, en fait. Comme ça, c'est bon, c'est baptisé. Ah ouais, c'est incroyable.
Incroyable. Alors du coup, entre-temps, mais c'est vrai que, alors je partage un peu ce que nous dit Justine, alors personnellement, elle relie la légitimité, pardon, à la fois au fait de se sentir compétente et de se sentir à sa place. Mm. Oui, c'est vrai que Non. c'est essentiel parce que c'est vrai qu'en fait, il y a deux notions. Parce que le côté compétent, souvent, moi, alors, je vais me rappeler aussi de mes démarrages, mais on n'a pas ou peu d'expérience. On a peut-être, allez, 2 stages, 3 stages, Mm. ou un apprentissage. Donc l'apprentissage, déjà, j'ai pu remarquer, en tout cas, d'un point de vue RH, que les RH qui ont déjà fait une alternance se sentent beaucoup plus légitimes que ceux qui ont fait qu'un stage. Ça, c'est une première observation. Parce qu'effectivement, on leur demande de faire comme un employé, un CDI aux alternants. Ouais. Et ce côté compétent, c'est de dire, justement, est-ce que parce que je n'ai pas encore d'expérience d'entreprise, je suis incompétent ou est-ce que je suis incompétent, mais dans le sens où je n'ai pas encore d'expérience, en fait. Mm. C'est la notion, c'est vrai qu'elle est pas simple. Enfin, pour un RH, je vous avoue que moi, en fait, tout ce que j'ai pu observer dans l'accompagnement au niveau des RH, on est un petit peu différent. On va pas forcément se poser la question du premier coup quand on est en face à face en entretien. Par contre, ça va arriver au moment où on se retrouve en direct sur notre poste. Mm. Bonjour madame, vous allez maintenant recruter 50 candidats pour le poste un tel, un tel, un tel, un tel. Débrouillez-vous parce que si vous vous plantez dans le recrutement, Ouais, derrière, il y a forcément ouais. des impacts. Et c'est tellement rigolo, je trouve, pour justement le monde RH. C'est-à-dire, en fait, tu as été recruté toi-même en tant que RH pour la première fois peut-être sur un poste où tu vas recruter des personnes derrière qui d'ailleurs ont parfois été déjà recrutées ailleurs, donc savent peut-être même mieux que toi d'un point de vue concret comment se passe un recrutement. Et je trouve ça tellement difficile, et nous on le vit aussi en tant que psy, ce truc-là. Je me souviens, moi, mon tout premier patient, encore une fois, en libéral, ma seule question avant de recevoir cette vidéo le lendemain, c'était comment je lui dis bonjour? Est-ce que je dis monsieur, le prénom, le nom? Est-ce que je dis que le nom de famille? Est-ce que je serre la main? Comment je fais le signe de entrer dans le cabinet? C'était ça, moi, mes questions. Je ne sais pas si ça vous parle, les personnes qui voient la vidéo, qui verront le replay, mais n'hésitez pas à nous dire. Et puis surtout, c'est vrai que alors, c'était peut-être pas dans le serrage de main au niveau RH, mais par contre, il y a un discours, il y a une manière en fait dont tu incarnes en fait l'entreprise en tant que RH. Mm. Et donc il y a ce côté, est-ce que je vais bien faire Est-ce que effectivement, tout simplement la personne va avoir confiance en moi. Surtout, alors, moi, la petite anecdote, alors c'était justement en tant que recruteur, c'était, je crois, mon troisième entretien, je crois, en tant que recruteur. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai quelqu'un de très, très, très expérimenté, en fait, qui avait 35 ans d'expérience. Moi, je venais d'arriver, petite nouvelle, entre guillemets, qui était arrivée en poste. Et là, je me dis, waouh, enfin, est-ce que cette personne me prend en sérieux, en fait, par rapport à mon expérience? Et Mm. justement, par rapport à ce que disait Justine, la place, se sentir à sa place, à ce moment-là, en fait, je me sentais pas forcément à ma place. Alors qu'avec le temps, justement, en fait, j'ai appris aussi à temporiser et à comprendre que ça ne veut pas tout dire, parce que la personne, de toute façon, elle a des craintes en tant que candidat et que le recruteur en a d'autres. Et que c'est pas parce qu'effectivement, il y en a un qui a 20 ans d'expérience dans la technique, dans son métier, que forcément la personne sait recruter. C'est Mm. chacun, chacun sa vision, en fait, chacun son expertise. Oui, j'ose C'est dire ce ça. mot, alors que justement, hein, c'est vrai que, enfin, je sais pas ce que t'en penses, Lucie, au niveau des psys et même des RH que tu pu rencontrer, mais ce mot d'expertise, c'est pas évident à utiliser en fait. Mm. C'est vrai que, en tout cas, dans le monde, je trouve, de la psycho, après les psys, étudiants psy qui regardent, n'hésitez pas à intervenir là-dessus. Pour moi, l'expertise, c'est plutôt, en fait, dans ma perception des choses, hein, c'est le patient, en fait, qui a l'expertise. Et finalement, moi, en face, je ne suis qu'un miroir de ce que le patient dit. Et je me vois comme quelqu'un qui traduit aussi les mots MAUX en mots MOTS. Et c'est comme ça que je vis ce métier-là. Mais après, on a plein de manières de le vivre.
Et c'est vrai qu'il y a aussi ce côté expert qui, pour moi, est un peu quelque chose de descendant dans ma manière de voir les choses et qui, du coup, ne correspond pas à ma vision du métier, on va dire, de psy. Et voilà, je dirais plutôt que, en fait, on n'est pas expert de nos métiers, mais on est plutôt là pour l'éprouver, pour expériencer les choses. Ça ne veut absolument rien dire ce que je raconte, mais tu vois, dans l'expérientiel, c'est vraiment j'expérimente. Et donc, à ce moment-là, bah, je vais gagner en confiance, en compétences aussi. Et toi, qu'est-ce que tu dirais là-dessus sur l'expertise? Bah, c'est vrai. Alors, bonsoir Sandra, j'en profite. Tu nous a fait un petit coucou et bonsoir Amandine. Alors, c'est vrai que pour moi, l'expertise, en fait, j'ai la vision regard RH qui est différente du regard finalement de coach que j'incarne aujourd'hui. Parce que c'est vrai que pour moi, en tant que RH, quand j'entendais en tout cas ce terme, alors ça ne veut pas dire que moi j'étais OK tout le temps avec cette signification. Par contre, j'entendais beaucoup dans les entreprises dire oui, un tel a une expertise, un tel a une expertise, etc. Donc sous-entendu, quelque chose de technique que les autres n'ont pas et que cette personne est, en tout cas, ou est censée être en capacité de répondre aux questions par rapport à tel sujet, tel sujet. Et ce qui fait que, en fait, si bien que moi, en tant que RH, justement, ben, je pouvais rencontrer d'autres RH pour en discuter qui disaient, mais en fait, moi, je me sens pas légitime parce que justement, en fait, le fait qu'on dit que si tu es experte, je sais pas, recrutement ou experte, si je transfère un peu en psycho, par exemple, sur psy-clinicien ou en criminologie, bah, ça veut dire que toute question ou tout sujet, bah, tu es censé savoir y répondre. Or, en fait, je partage énormément ta vision en disant que finalement, l'expertise, c'est plus dans le lien, tu montes en compétence et en savoir grâce à ton expérience, à ton vécu. Et voilà, et c'est en apprenant, en ne sachant pas, en osant dire non, puis en se donnant le droit, quoi. Parce que le jour où j'ai osé dire justement, je ne sais pas, mais je me renseigne et je reviens vers toi, waouh! Enfin, le syndrome de justement de pas se sentir légitime et de l'imposteur, bah, c'est descendu d'un coup, en fait. Parce que oui, tu peux ne pas être infaillible, en fait, parce que tu es humain. Et ça, c'est plutôt ma vision de coach aujourd'hui et qui se rejoint complètement avec la tienne. À savoir, au début, c'est un petit modèle. Je sais pas si, je suis sûre que ça va vous parler à tous. Au démarrage, on est inconsciemment dit incompétent dans le sens, on n'a pas beaucoup d'expérience, donc expérientiellement parlant. Puis d'un coup, on va devenir consciemment inexpérimenté, et c'est là où c'est dur en fait. Parce qu'on se dit, ah oui, j'ai une marge de progression. Mais on peut aussi se dire, waouh, justement, j'ai plein de trucs à apprendre. Et c'est ça qui va me stimuler, qui va me donner envie. Et petit à petit, bah, justement, ton expérience, moi je reprends vraiment ton exemple, tu aurais pu t'écrouler après le premier patient qui dit, mais en fait, mais t'as rien à faire en psy. Tout comme moi, j'ai eu le droit aussi à une prof, c'est pas au boulot, juste avant de finir. Donc justement, je venais d'obtenir mon master. Et une ancienne DRH me dit, mais tu n'as rien à faire en RH. Et ça, aussi, c'est hyper violent. Et surtout qu'en plus, elle l'avait dit devant toute la classe. Donc, t'imagines un peu la répercussion et l'humiliation qu'il y a derrière. Mais pour autant, en fait, bah, si c'est ce qu'on veut, et ce qui est important pour nous, ce qui fait sens, pour rejoindre Justine, à mon sens en tout cas, il faut y aller, il faut se donner les moyens. Et on y va, quoi. Et on y croit. Et il y a un petit peu aussi ce truc-là par rapport à l'expertise qui rejoint justement le thème de ce soir sur la légitimité. C'est qu'en fait, d'un point de vue très concret, les psys, on a un diplôme au bout de nos 5 ans d'études universitaires qui s'appelle psychologue. Mais en fait, on a tous le même. Par contre, des spécialités, on appelle ça plutôt comme ça, nous. Mais il y en a plein, il y en a énormément. Il y a même des masters qui vont avoir les mêmes noms de spécialités avec des cours totalement différents. Et par contre, effectivement, pour la recherche d'emploi, oui, ça va être des offres d'emploi où on va préciser, comme tu disais tout à l'heure, psychologue clinicien, parfois même en clinique de la santé, on pousse encore le truc, spécialisé en adolescents, enfin, voilà. Ça peut être vraiment très, très spécialisé. Mais je suis d'accord aussi là-dessus sur le fait que, bah,
Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ok, d'accord, on aura peut-être eu les cours par rapport à ça, mais en soi, par exemple, dans ma situation, j'ai choisi de faire une spécialité transculturelle, interculturelle en psychologie clinique, et j'ai choisi de faire mes stages avec toutes les populations possibles, enfants, ados, bébés, parents, adultes, traumatismes, etc., etc., pour en fait vraiment varier la population et pour me sentir plus à l'aise avec ces différentes populations. Et pour autant, voilà, je ne suis pas spécialisée au niveau parentalité, ni au niveau gérontologie, par exemple, avec les personnes âgées. Et pour autant, bah, en fait, au-delà de mon sentiment de légitimité qui pourrait être validé par le diplôme, la spécialité, en fait, je préfère me baser sur l'envie d'aller travailler avec des personnes. Et donc là, par exemple, je vais accompagner une patiente qui est une personne âgée, qui est dans mon quartier, qui m'a été du coup, comment dire, recommandée par une autre psychologue qui ne peut plus la suivre. Est-ce que j'ai eu des cours de gérontologie? Pas un seul, pas un seul. J'ai quoi comme expérience en gérontologie? Uniquement personnelle avec mes grands-parents. Par contre, j'ai l'envie de me renseigner et j'ai la capacité, selon moi, de me renseigner avec Kern. On adore Kern en psychologie. Tous ces trucs de recherche, Google Scholar, etc. Et après, tout simplement, bah, j'acquiers l'expérience, comme je disais tout à l'heure, sur le terrain. Et je pense que l'envie, elle est importante dans la légitimité. L'envie de prendre sa place, le fait aussi, en tout cas, je sais pas pour vous, les RH, ça m'intéresserait beaucoup de le savoir. Est-ce que vous avez des supervisions? Nous, par exemple, on est supervisé en tant que psychologue, on n'est pas obligé, mais on nous maintient beaucoup dans le cadre universitaire d'être supervisé, encadré par des personnes plus expertes, plus compétentes que nous, qui peuvent nous aider à prendre du recul en fait sur les situations qu'on vit en tant que professionnels et étudiants aussi en psychologie. Est-ce que vous avez ça? Alors, pour le coup, en RH, non, on n'a pas de supervision, justement. Et c'est un peu ça aussi quelque part. Alors, du coup, ça dépend du onboarding en fait, donc ce qu'on appelle l'intégration. En fait. En RH, on utilise beaucoup le terme d'onboarding. En gros, c'est la période pendant laquelle vous arrivez en entreprise et on vous donne justement vos missions. Voilà, va falloir que, par exemple, tu gères le recrutement, tu cherches du CV sur les job boards, tu vas chasser sur LinkedIn. Après, tu vas aussi t'adapter au système de RP et SIRH. Bref, c'est des logos, enfin c'est des sigles très spécifiques. Tout ça pour dire des logiciels en fait que Ok. les RH sont censés gérer aussi Ouais. pour avoir un certain nombre de données personnelles et du coup pouvoir contacter les candidats par la suite. Et c'est vrai que, eh bien, on est un peu lâché dans la nature, j'ai envie de dire. Alors, des fois, il peut y avoir des formations d'une semaine, ça c'est top, c'est génial, mais très souvent, on passe de leurrer, on a l'ancienne personne, si on a un peu de chance, qui est là, qui nous parle de son métier pendant 1 ou 2 journées, et après, on est complètement indépendant sur notre boulot. Ouais. Donc, c'est vrai que en fait, je te rejoins sur la légitimité pour les RH. Ça va passer avant tout par la curiosité. Tu vois, par exemple, moi, je me rappelle au démarrage, je prétendais pas être une RH exceptionnelle, mais par contre, j'avais envie. En fait, je savais que je voulais découvrir les métiers, voir ce que vivaient les gens dans l'entreprise dans laquelle j'étais en train de recruter, pour recruter, identifier la personne en fonction de ses motivations en fonction de sa personnalité, de qui elle est, de ce qui fait sens pour elle. Pour d'un point de vue entreprise, déjà que la personne s'en aille pas au bout de 6 mois, 1 an ou 3 ans, parce qu'aujourd'hui 3 ans c'est la durée moyenne dans une entreprise. On commence à dire qu'on est senior au bout de 3 ans quand même, alors qu'avant c'était 20 ans. C'est ça qui est un petit peu qui est un petit peu comique et très intéressant parce que effectivement nos besoins évoluent. Et derrière, c'est aussi comprendre par rapport au candidat l'environnement d'entreprise. Quel est le message, moi, en tant que recruteur, que je peux passer aussi au candidat pour qu'il s'assure que c'est OK pour lui, en fait. Parce que derrière, c'est de la confiance sur plusieurs années, encore une fois, qui se construit. Donc,
c'est vrai, pour rebondir, la curiosité, comme tu l'as dit, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement essentiel aussi pour les RH. Surtout qu'aujourd'hui, nos diplômes, pour rebondir sur ce que tu disais, on a aussi beaucoup de termes clés qui ont évolué. Moi, par exemple, j'avais passé un master donc en 3 années générales. C'était juste le pôle Léonard de Vinci à la Défense, sans spécificité particulière. Et d'un coup, en 4e année, ça devient management et ressources humaines. Aujourd'hui, rien que ça, donc il y a plusieurs pôles qui existent, gestion des ressources humaines, responsable des ressources humaines, RH digital aussi. Alors ça, c'est la nouveauté. Le digital, là, dont tu parlais la dernière fois, tu sais que je le vois partout maintenant, ce mot. C'est incroyable. C'est vrai que oui, on avait vu en story sur emploi RH et psy, Ouais. on vous avait demandé d'ailleurs, qu'est-ce que, selon vous, ça veut dire quoi? Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questionnements, disant, c'est quoi ça, la digitalisation? Et c'est vrai que le côté, en fait, allier l'expérience finalement digitale, donc au physique, c'est comment faire pour donner envie, attirer en fait les candidats de n'importe où en France, depuis son site qui est soit en région parisienne, soit dans le sud, peu importe en fait. Donc, oui, aujourd'hui c'est un véritable enjeu au niveau des ressources humaines. Et je le vois d'ailleurs, le programme aujourd'hui des chargés RH et des futurs DRH, on intègre une grosse partie aussi de data, digital data, marketing, des choses que moi, typiquement, je n'avais pas de la même façon. Donc, en fait, on est en perpétuelle évolution. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est pas parce que le job aussi, il évolue, il faut toujours se remettre en question dans le sens, est-ce que je suis légitime? Parce que, justement, je suis en train de tester. Si j'ai envie d'apprendre, j'apprends, je me mets à jour. Donc, c'est plus du tout C'est ça. frein, en fait. Et ça me rappelle, par exemple, quand je recherchais mon premier emploi, donc avant de me lancer en libéral, pour ceux qui savent pas, j'étais dans un lieu d'accueil enfants-parents en tant que psychologue accueillante. C'était ça qu'il y avait écrit sur mon contrat de travail. Bon, toi, peut-être que Kelly, tu sais pas, mais moi, en tout cas, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire psychologue accueillante. Je connaissais psychologue, mais alors psychologue accueillante, je comprenais pas. Et pour la petite anecdote, je crois que j'ai mis sur 8 mois de contrat, j'ai mis 4 mois à vraiment saisir ce que ça voulait dire, le titre que j'avais sur mon contrat. Et je me souviens pendant l'entretien, enfin voilà, et là, cette question-là de légitimité, elle était là. C'est-à-dire que quand alors c'était pas des patientes, mais quand les parents venaient nous voir dans ce dispositif parental, enfin familial, ils nous demandaient c'est quoi psychologue accueillant? Et vraiment, je ne savais pas répondre à cette question et je me sentais encore plus illégitime par rapport à ça. Et en fait, c'est au fur et à mesure, en supervision, on avait une supervision qui était comprise dans notre contrat de travail, avec la psychologue et moi-même en tant que psy. À force, on a travaillé cette question-là pour le comprendre. Et je me souviens que la superviseuse nous disait, vous savez, les 2 psys qui étaient là avant vous, elles ont mis 3 ans à arriver à définir aussi ce que ça voulait dire. Et en fait, c'est là où on se dit finalement, mais on construit les choses aussi en cheminant. Et je sais que, par exemple, là, les coachés que j'accompagne sur Pitchmaster, les étudiants psy, avant justement qu'ils aient leur premier emploi, ont beaucoup cette question-là de, mais en fait, même en stage, je vais pas postuler à cette offre de stage ou cette offre d'emploi parce que non, je corresponds pas exactement aux modalités, ou non, j'ai pas 3 ans d'expérience, j'en ai qu'un, mais tentons-le. Et finalement, c'est nous-mêmes qui nous mettons aussi cette barrière-là, je trouve, de se dire à la hauteur ou pas, parce que c'est là que ça se joue. C'est pas que sur le papier. Quelqu'un qui peut avoir 10 ans d'expérience en institution peut ne pas se sentir légitime d'aller en libéral. C'est un gros débat chez nous, les psys, le libéral. À l'inverse, quelqu'un qui sort d'études peut avoir envie et se sentir un tout petit peu légitime pour aller en libéral parce que il travaille son sentiment de légitimité lié à ça et il a envie surtout d'y aller. En fait, on n'est pas égaux là-dessus. Par contre, je pense sincèrement ça se travaille, le sentiment de légitimité,
Et selon moi, c'est quelque chose qui se travaille tout au long de la vie, au niveau de beaucoup de choses, au-delà du travail. Mhm. Mais si on reste dans le travail et le premier emploi, ouais, je pense que c'est quelque chose qu'on expérimente tous et toutes, mais à un certain degré, effectivement, de difficulté là-dessus. Mm. C'est ça. Et puis, je pense aussi que c'est aussi lié à des situations. Parce que tu vois, par exemple, pour rebondir au niveau des RH, par exemple, le sentiment de ne pas être légitime, là où, par exemple, tu as évoqué effectivement le côté psy, ou c'était aussi pendant même l'entretien ou au démarrage, en fait, de ta recherche vraiment d'emploi, bah, le RH, lui, en fait, la fiche de poste, on appelle la fiche de poste, donc le détail, en fait, de tes missions, là-dessus, c'est clair. Donc, c'est vrai que c'est pas là-dessus qu'on va l'avoir. Donc, le fameux syndrome de l'imposteur. C'est après coup, en fait. Soit quand on nous dit, bon, bah voilà, j'ai passé l'entretien, maintenant, bah go. Donc, la période d'essai, en fait. C'est pendant la période d'essai où là, ça commence à monter. Et puis, pour peu qu'à un moment donné, on nous dit, bah tiens, maintenant, on est sur la digitalisation. J'entends pas mal à droite à gauche, genre avec ChatGPT, comment faire des offres d'emploi, etc., etc. Quelqu'un qui n'est pas habitué justement à l'informatique, et ben c'est là en fait où ça va arriver. Donc c'est par la nouveauté et c'est surtout qu'en fait le job des RH aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont extrêmement polyvalentes et qui bossent à une vitesse en fait qui est assez impressionnante dans le sens où il y a beaucoup de choses à faire dans la journée. Et c'est vrai que cette légitimité, si tu n'as pas fini ta to-do list, eh ben, tu dis je me sens pas légitime parce que je suis pas entre guillemets à la hauteur parce que je n'ai pas fini ce que j'avais à faire et ce qu'on attendait de moi. Parce qu'il y a aussi derrière, en fait, il y a soi-même déjà. Donc il y a un côté aussi, peut-être qu'on n'a pas forcément évoqué jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que quand tu disais que on peut travailler justement le sentiment de légitimité par nous-mêmes, pour moi justement l'un des biais pour les RH, c'est aussi le côté un peu perfectionniste, la conscience pro en fait. Au-delà du côté perfectionniste, il y a conscience pro. Et ça, je suis persuadée qu'on peut le partager, que ce soit RH, que ce soit psy. On est vraiment tous en commun là-dessus. Quand on a envie de faire notre métier correctement et très qualitativement, c'est toujours au début un peu plus compliqué de se dire je lâche en fait. Je laisse l'expérience, quitte à oser faire des fameuses erreurs, justement pour apprendre. C'est ça. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose pour moi, tu vois, c'est un truc que je me rappellerai toujours. Hein, c'est vraiment un recrutement, mais un recrutement que j'ai complètement foiré. Parce que justement, j'étais pas à l'aise, j'étais hyper stressée. Je me disais, oula, je ne sais pas quoi dire, je ne savais pas comment me positionner. Et en fait, au lieu de me dire, tu sais quoi, c'est pas grave en fait. Parce que derrière, j'étais pas toute seule, j'avais un manager technique. Et ça, c'est vrai qu'on fait un binôme avec les RH, ou des fois on est tout seul. Et là, on est un binôme. Et plutôt que de me dire, c'est pas grave, j'étais hyper stressée, j'étais plus stressée par ce qu'il fallait que je dise, donc qui me bloquait, qui m'empêchait d'écouter réellement ce que me disait le candidat, plutôt que finalement ce que je devais dire. Donc c'est vraiment, concentrez-vous, effectivement, moi c'est un truc que j'ai appris avec l'expérience, concentrez-vous vraiment sur l'autre en fait, et ça va vous aider aussi à descendre la pression. Complètement. Et en plus, ça permet de sortir du son. Excuse-moi, vas-y. Tu disais. Non, je changeais, je switchais. Vas-y, termine tranquillement. Juste un autre petit message, mais ce sentiment aussi d'oser, justement, ne pas faire des erreurs et apprendre de ces erreurs, ça permet aussi de se sentir beaucoup mieux dans l'équipe. Alors, équipe, niveau RH, on est souvent entouré, sauf si on est en recrutement. Ça se fait de plus en plus aujourd'hui. Mais ça arrive, et ça rompt aussi avec ce système, tu sais, de stratégie qu'on peut avoir à inconscient de s'isoler, en fait. En disant, faut surtout pas qu'on grille en tant que, justement, quelqu'un qui n'est pas compétent, donc je vais me recouper sur moi-même. Non, au contraire, c'est vraiment le moment où je vais demander de l'aide, je vais oser déléguer. C'est des choses qui sont pas forcément évidentes pour un RH, d'oser dire ça aussi. Alors, je sais pas pour les psys, si tu... Ouais, puis en plus, en fait, dans les institutions, comme il y a aussi des jeux de hiérarchie, j'ai envie de dire, volontairement, pour un petit peu titiller, de fausses hiérarchies entre médecins et psy, en l'occurrence. Pour les personnes qui verront la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez de ça. En fait, il se trouve que d'un point de vue
juridique, on est cadre tous les deux en fait. Mais les médecins, c'est vrai, parfois peuvent avoir tendance à vouloir donner des consignes un petit peu comme si on était en dessous d'eux. Alors je dis ça d'expérience, hein, parce que je l'ai vécu et parce que je peux le vivre actuellement aussi en cabinet. Donc voilà. Mais je ne généralise pas, ça reste mon expérience à moi. Peut-être que vous avez une toute autre expérience. Et effectivement, bah, ça peut renforcer ce sentiment-là d'illégitimité. Quand justement, il y a un peu cette idée des médecins qui vont poser des questions que les psychologues ne sont pas censés les poser, mais que par contre, on peut quand même infirmer certains diagnostics en disant, bah en fait, non, moi, je vois pas du tout ça, je suis pas sûre que le diagnostic soit valide à ce moment-là. Enfin, voilà. Et après, il y a des jeux un petit peu comme ça. Et donc, ce que je voulais dire tout à l'heure, donc Justine de Chemin d'orientation nous disait aussi, donc souvent la question qui vient par rapport à la légitimité, c'est qui suis-je pour aider, pour transmettre? C'est vrai, et surtout on le voit en fait en psychologie, en santé mentale, bah, tout simplement quand soi-même personnellement on expérimente des difficultés en santé mentale, qui suis-je en fait pour aider quelqu'un qui va pas bien, lui aussi ou elle aussi? Et c'est très intéressant. Et tu sais, Merci. moi, je rebondirais. Merci beaucoup, Justine, pour cette remarque. Parce que c'est vrai qu'en fait, là, moi, je reconnais complètement. Donc là, c'est pas du RH. Mais par contre, c'était en tant que coach. Parce que quand j'ai démarré aussi, avant d'accompagner justement donc, les personnes à s'épanouir et à retrouver justement de la confiance en eux, et bah oui, qui suis-je aussi? On peut se poser la question, Ouais. mais qui suis-je? Quelle expérience que j'ai? Quelle est la valeur en fait? Sauf que très clairement, justement, chacun a son vécu, a son chemin de vie. Il y a eu des choses qui ont des difficultés que vous avez forcément tous rencontrées et toutes. Et c'est ça aussi qui vous aide à aller de l'avant et justement à aller creuser sur le fameux qui suis-je. Ça, c'est une question limite de philo. Hein. Tu sais, quand je vois en bilan de compétences aujourd'hui et que je pose la question, mais qui vous êtes? La première réponse est, bah, je sais pas, parce que c'est ça qui, j'ai beaucoup de salariés. Aujourd'hui, moi, c'est vrai que c'est plus des gens expérimentés qui ont déjà au moins 3 ans d'expérience, niveau bilan en tout cas. Mais c'est vrai qu'en fait, ils sont dans une sorte d'autopilotage qui fait qu'on ne se pose pas la question. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'en fait, c'est tellement précieux de recentrer finalement notre réflexion sur cette question. Qui on est, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me plaît. Et c'est tout à fait. Plutôt que le fameux que fais-tu de ta vie? On aime beaucoup aller là-dessus en France. Et c'est vrai qu'à l'inverse, c'est rigolo en séance de psy quand on demande comment vous allez. Et les personnes, de manière très automatique, bien et vous? Non, mais comment vous allez réellement? Et en fait, on oublie ce genre de questions. Enfin bon, je divague un petit peu, mais c'est vrai que ce sentiment de légitimité, je trouve en fait que c'est très important parce que ça colle quand même aux valeurs aussi qu'on peut avoir, qu'on peut avoir envie aussi de transmettre, de montrer à l'autre. Et parfois, effectivement, quand on se sent illégitime, on peut avoir cette tendance à se dire, mais en fait, j'ai aucune valeur. Qu'est-ce que je fais là? Je suis un imposteur, une impostrice. Et c'est très violent, la propre remarque qu'on peut se faire sur soi-même dans ces moments-là. Ça, j'ai pu le vivre en stage, j'ai pu le vivre en tant que psy. Je le vis encore de temps en temps aussi au cabinet. C'est quelque chose qui est là. Et c'est vrai que finalement, dans tout ce qu'on a pu évoquer, tu vois, le côté, je pense que l'essence même, en fait, c'est accepter qu'on puisse, à un moment donné, en fait, ressentir ce côté, je ne suis pas légitime. Et c'est OK. C'est ça, et c'est OK derrière. Parce que je vais apprendre, parce que je rebondis. Parce que c'est vrai que du coup, il y a aussi un principe en coaching sur laquelle je travaille beaucoup, c'est la bienveillance. La bienveillance envers soi, d'abord, que les autres soient bienveillants envers soi. Parce que si derrière, on n'est pas bienveillant envers nous-mêmes, déjà, ça, c'est le principe en psy. Enfin, au miroir, tu vas envoyer aussi un certain savoir-être, une certaine attitude qui fait que ce tu vas attirer, finalement, ce sont des personnes qui sont un peu dans le même état d'esprit. Alors, je sais pas trop, toi, ce que tu en dis.
Moi, c'est vrai que j'ai vu pas mal de choses sur ce qu'on appelle les lois de l'attraction. Je suis moyennement convaincue, disons à 50%. Je partage sur l'esprit, si tu souris, tu as quelqu'un, ça va te donner envie de sourire, en fait, naturellement. Maintenant, peut-être pas tout, quoi. Par exemple, si je sais pas, je veux gagner au loto, est-ce que je peux attirer? Tu vois, pour moi, il y a des limites, en fait, dans cette description-là. Ouais. Si on revient sur un peu cette loi de l'attraction et le sentiment de légitimité, je trouve que l'air de rien, en tout cas dans ma manière de percevoir la légitimité de manière très concrète dans mes métiers actuels, c'est qu'en fait, effectivement, il va y avoir sur mon chemin soit des professionnels de santé, soit des patients qui vont me mettre à l'épreuve sur mon sentiment de légitimité. Et en fait, c'est ma manière, en tout cas, de voir les choses. Je pense que c'est le mindset que je me suis créé là-dessus. C'est ce fameux patient dont je parlais en début là, de live qui m'a envoyé cette vidéo, les 6 raisons pour lesquelles vous devez arrêter d'être psy. Et c'était encore une fois mon premier patient libéral. Honnêtement, j'ai très vite switché en me disant c'est énorme, c'est exactement ce que je me dis de moi-même. Et le patient m'a envoyé cette vidéo. Et il faut savoir que depuis, j'ai jamais eu de patients qui m'ont dit clairement vous avez rien à faire en tant que psy. Blablabla. Non, en fait. Et finalement, je ne sais même pas ce que voulait dire sa vidéo. Parce qu'il m'a juste envoyé la vidéo. Donc c'est marrant parce que moi, mon interprétation à ce moment-là, ça a été oh, il sait que je suis une impostrice. Il sait que je ne suis pas une bonne psy. Et pareil, qu'est-ce que ça veut dire être un bon psy, être un bon RH? C'est quoi finalement? Et là, j'ai envie de faire un petit peu ma Winnicottienne psychanalytique de base. Mais c'est un petit peu ce que dit Winnicott, c'est être un parent professionnel suffisamment bon. Suffisamment bon. Et ça, c'est important. C'est pas être un professionnel irréprochable. Non, c'est admettre quand on fait des erreurs aussi. C'est admettre quand on comprend, comme tu disais tout à l'heure, certaines choses et qu'on va se renseigner. Tellement important. Et c'est là aussi où le sentiment de légitimité, voilà, c'est un cheminement. En tout cas, pour moi, c'est un cheminement et c'est quelque chose qu'on acquiert petit à petit et qui varie aussi parce que la vie est super bien faite. On expérimente plein de choses pour mettre à l'épreuve ce sentiment-là. C'est ça. Et c'est vrai que moi, une dernière petite chose, parce qu'effectivement, je vois notre temps aussi qui tourne, on a beaucoup déjà partagé sur le sujet, mais c'est vrai que en fait, cette notion justement de cheminer, il y a une autre chose, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai ancré aussi en moi, c'est vraiment quelque chose dans lequel je crois fortement, c'est ce côté de finalement, quand tu reçois cette situation, c'est que tu es prête, en fait, pour dépasser cette situation. Tu as les ressources en toi, même si au démarrage, je prends un exemple, tu vois, concret, par exemple, tu es en entretien et on te refuse, sur le coup, tu dis, mais mince, quoi, mais qu'est-ce que j'ai pas bien fait, est-ce que, pourquoi il a pas voulu de moi, est-ce que c'est l'expérience, est-ce que tatati, tatata, mais en fait, c'est juste, en fait, justement, l'apprentissage d'oser recevoir aussi des feedbacks négatifs sans forcément avoir de construction. Donc, c'est aussi comment tu fais. Est-ce que tu as envie d'améliorer, d'oser tenter, justement, de contacter en disant ok, merci beaucoup pour votre retour. Pour moi, m'améliorer, j'aimerais savoir justement quels ont été les points qui ont fait que l'autre personne a été recrutée. Ça peut être une action. Ou au contraire, dire tu sais quoi, finalement, ça l'aurait peut-être, si j'ai pas été pris, ça l'aurait pas fait de façon en CDI. Tant mieux. Tant mieux. Et je passe au suivant. C'est deux positions qui sont bien différentes et puis qu'on peut expérimenter en fonction des situations. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu aussi ce qu'on vous amène justement dans notre offre One Shot, donc qui est sur emploi RH et psy. Prenez bien le bon compte pour aller voir ça, et aussi dans notre programme Start. Et en fait, voilà, on vous amène justement sur ces questions-là de légitimité. On a aussi fait des lives sur la confiance en soi, l'empathie, l'authenticité. Je pense qu'il y en a encore d'autres. Et voilà, c'est des choses sur lesquelles on a envie en fait de vous amener à
à vous poser des questions et à expérimenter, et à vous améliorer, à grandir à travers ces notions-là dans la recherche de votre premier emploi en tant que psy ou en tant que RH. Et le tout, c'est vrai qu'aussi l'une des valeurs fortes de ces process-là, ce sont justement de sortir de l'isolement. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, aussi la légitimité fait que quand vous avez plusieurs personnes qui disent ah ben alors t'en es où, ça avance, ou justement tout simplement on n'ose pas en parler, ben, on se resserre un petit peu, on s'enferme sur soi, et c'est là aussi que justement la confiance en soi peut descendre. On en parle dans le live de confiance, donc c'est vrai que je vous invite vraiment à aller le voir, ce live qui était vraiment pour nous, on a partagé pas mal de points clés ici. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a une autre notion par rapport au programme, alors One Shot, ça, Lucie, j'ai rien à rajouter, c'était parfait. Sur Start, il y a aussi une autre notion qu'on évoque ensemble. On va aller vraiment aussi avec vous sur la notion de comment faire pour justement bien vivre en fait toute cette partie de recherche. Parce qu'on en est conscient, on est passé en fait avant vous sur la recherche du premier emploi et on sait à quel point ça peut être alors, des fois très simple pour certains. Je sais que certains avaient des alternances, mais c'est pas la plupart. Dans les 3/4 du temps, on prend du temps pour trouver son premier poste, pour trouver quelque chose qui nous plaît vraiment, qui nous correspond vraiment. Et nous, dans cette offre-là, en fait, de Start, on présente, c'est pas seulement bien vivre la recherche du premier emploi et trouver le premier emploi, c'est juste trouver le premier emploi qui va vous convenir réellement, en fait. Oser vous affirmer et apprendre qui vous êtes et parler aussi justement de ce que vous ressentez pour vous positionner et trouver du sens aussi dans ce que vous allez faire. Tout à fait. Magnifiquement dit. J'adore. Mais en tout cas, voilà, si un petit peu ce qu'on vous dit là avec Kelly, bah, ça vous parle, n'hésitez pas à aller sur le YouTube de Emploi RH et Psy et l'Instagram de Emploi RH et Psy. Vous pourrez voir un petit peu tout ce qu'on propose et surtout, bah, venez nous écrire. Prenez rendez-vous aussi pour un appel découverte pour qu'on puisse discuter avec vous. Ça ne vous engage en rien. C'est juste, voilà, si vous avez envie d'échanger, que vous posez des questions sur la recherche de votre premier emploi, eh bien, c'est le lieu, en fait, pour ça. Donc, profitez de notre, j'avais envie de dire expertise, mais finalement, de notre envie, en tout cas, toutes les deux, de vous aider à vous épanouir et de manière universitaire, professionnelle, ensemble. C'est aussi là-dessus, on a nos forces avec Kelly, en tant qu'ancienne RH, en tant que psy. Voilà, on est là pour vous accompagner sur ce cheminement. Et je conclurai même plus, en fait, pas sur l'expertise, mais sur l'expérience, pour rester sur l'expérientiel que tu avais énoncé tout à l'heure. Tout à fait. Bon, écoutez, en tout cas, si vous avez moins de questions, des envies que vous voudriez qu'on partage, on regarde aussi ce qui se passe dans les commentaires en dessous du live, donc aussi, n'hésitez pas. Et puis, effectivement, nous, on prendra vraiment grand plaisir donc, à échanger avec vous. Donc, surtout, n'hésitez pas. Je le redis, Lucille, mais c'est vraiment essentiel. Ça n'engage absolument à rien. Pendant l'échange, clairement, on fait le point avec vous sur votre situation, où vous en êtes, quels sont aussi vos réels besoins et vos attentes, pour s'assurer que justement, ce qu'on va pouvoir vous proposer aussi, ça match. Et ça vous permet à vous aussi de prendre la température et de voir si ce qu'on vous propose aussi, ça peut matcher, tout simplement dans les deux sens. Oui. Donc, on est vraiment sur ces relations-là de confiance. Et le dernier message que j'ai envie de passer, c'est justement, si on a envie de trouver du sens, si on a envie de prendre sa place, il n'y a qu'un seul moyen, c'est déjà d'investir sur soi et d'oser justement booster sa chance. Et c'est ça qu'on vous apprend à faire aussi dans cet accompagnement. Parce qu'on est persuadé que chacun et chacune là, qui nous regarde peut trouver justement cet environnement qui lui est propre, qui lui convient et qui lui permettra vraiment de s'épanouir complètement dans son boulot. Exactement, je te rejoins complètement là-dessus. Bon. Et écoutez, il ne reste plus qu'à Lucille, merci beaucoup encore pour ce soir. Merci à tous. Merci à toi. Tous ceux qui sont passés, tous ceux qui ont commenté. C'est vraiment extrêmement précieux pour nous d'avoir vos retours, d'avoir ces partages avec vous pour nous rapprocher toujours plus, tout simplement dans ce qu'on fait en live. Tout à fait. Très bonne soirée. À très bientôt. À très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.